RMC, la matinale week-end. L'interview politique. 8h41 sur RMC, notre invité ce matin, la nouvelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi RMC pour votre premier grand entretien en radio. Week-end chargé en événements, évidemment, sur RMC, 60 heures de sport à vivre en direct, la Ligue des Champions, la Champions Cup de rugby, Roland Garros aussi. Tiens, commençons peut-être par Roland Garros, Amélie Oudéa-Castéra. Pas trop dur de devoir regarder tout ça de loin, à la télé, alors qu'il y a encore quelques jours, vous étiez directrice générale de la Fédération française de tennis. Je me débrouille pour apercevoir des petits bouts de match ça et là, surtout ceux des Français. Petit plaisir d'avoir vu notamment le match d'Alizé en session de soirée. Incroyable match contre Ostapenko. Et voilà, non, mais sinon, je suis vraiment en pensée avec eux. C'est un tournoi qu'on a préparé super bien jusqu'au dernier détail. Je sais ce qu'ils vivent et je suis avec eux. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de Français aussi loin dans la compétition. On espère d'ailleurs que ça va continuer. Et ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas vu un public avec une ferveur. On se croirait parfois dans un stade de foot, à tel point que certains adversaires étrangers sur les cours disent « mais c'est impossible de jouer les Français à Roland-Garros cette année ». Oui, je crois qu'il y avait beaucoup d'appétit toutes ces années de ces deux éditions qui ont été malheureusement ternies par le Covid. On crée cette envie de soutenir à fond nos joueurs, nos Français, beaucoup de joie. Les night sessions qui ajoutent aussi à l'excitation de l'événement avec ce show d'entrée des joueurs, cette animation par des DJ avant de rentrer sur le court. Oui, il y a la volonté vraiment d'être toujours cet immense événement de sport et en même temps de rajouter une touche d'ambiance qui permet de mieux engager le public, les fans, les spectateurs, téléspectateurs. C'est peut-être la touche Oudéa-Castéra qui a été ajoutée à Roland-Garros cette année. C'est cette touche-là aussi que vous voulez ajouter pendant votre mission au ministère des Sports ? Je pense que cette dimension d'engagement des publics, elle est fondamentale. Elle le sera aussi pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est une évidence. Juste encore une fois sur Roland-Garros, des joueurs russes, alors sans bannière, sans hymne à Roland-Garros, pas à Wimbledon, ils ont fait un autre choix. C'est injuste de ne pas accueillir des joueurs russes parce qu'on est dans un sport individuel au tennis, ce n'est pas un sport collectif. C'est vrai que les joueurs russes, dans ce cas-là, quand ils ne représentent qu'eux-mêmes, c'est compliqué de les exclure d'une compétition. On les soumet à Roland-Garros à un régime de stricte neutralité et il y aurait toute prise de parole pro-Poutine, pro-Russie, bien sûr. Et à l'inverse, un joueur russe... Et Wimbledon est très isolé, oui, dans son approche de la question. Un joueur russe qui prendrait position en faveur de l'Ukraine, c'est quelque chose que vous souhaitez, Amélie Oudéa-Castéra ? Je sais que c'est quelque chose qu'ils ont dans leur cœur, dans leur tête. Et ils pourraient le dire ? Pourrait le dire, ce serait autorisé. C'est leur liberté. Il y a aussi un cadre informel qui leur permet, dans un vestiaire, dans une tape dans le dos, d'exprimer des choses que le contexte ne leur permet pas toujours d'exprimer publiquement. Ce sera aussi à l'esprit au Stade de France ce soir, parce que la finale de Ligue des Champions a été délocalisée à Paris, ça devait se jouer à Saint-Pétersbourg. Est-ce que le vainqueur entre Liverpool et le Real doit aussi avoir un mot pour ce qui se passe en Ukraine ce soir ? Oui, je pense, pour ce qui se passe en Ukraine, ce message de solidarité absolue avec ce que vit le peuple ukrainien et d'admiration de son courage qui est absolument exceptionnel. Vous souhaitez que le vainqueur soit Real ou Liverpool ? Vous êtes derrière Benzema ou derrière Mané ? Madame la ministre. J'ai un petit push à la maison côté Real, mais moi je vais m'efforcer d'être pour celui qui donnera le petit supplément d'âme de manière encore plus forte que l'autre. Mais c'est deux immenses clubs, une compétition totalement magique. Et c'est formidable de pouvoir vivre ce spectacle ce soir tous ensemble. En tout cas, si Benzema marque ne serait-ce qu'un seul but ce soir, c'est lui le ballon d'or. Il a une bonne chance. Je suis d'accord. Vous êtes derrière Karim Benzema. Je crois qu'on est tous derrière lui et ce serait une très belle récompense. Alors, ministre des Sports, des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, avec une boussole au ministère des Sports, mais comme dans tous les autres ministères, c'est ce qu'a rappelé Elisabeth Borne hier lors de votre première réunion à Matignon, la boussole écologique. Concrètement, au ministère des Sports, ça va se passer comment ? Est-ce que vous allez prendre des mesures pour inciter ou contraindre les clubs à, voyager en train plutôt qu'en avion lors des compétitions ? Alors, il y a un cadre qui est assez bien conçu autour de ONU Climat, du Sports for Climate Change et une charte des 15 engagements éco-responsables que nous voulons, dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques, parvenir à généraliser
à tous les événements sportifs. Aujourd'hui, il y en a une belle quantité qui se conforme avec ces 15 engagements, mais il faut qu'on arrive à généraliser bien la démarche. Vous allez contraindre parfois ? C'est une attention à chaque détail. Alors, c'est une démarche volontaire. On signe cette charte-là pour utiliser les énergies renouvelables, promouvoir les mobilités douces, avoir une approche contre le gaspillage alimentaire, une gestion optimisée des déchets. C'est tous les enjeux qui, dans nos compétitions sportives, sont fondamentaux. Il y a évidemment un enjeu majeur aussi qui est l'empreinte liée au transport. On sait que dans les événements sportifs, c'est souvent ça qui est 80% au cœur des émissions. Dans un événement comme Roland-Garros, c'était même plus de 90% de l'empreinte carbone. Et là, on sait qu'on a besoin de mesures un petit peu plus structurelles avec les organisateurs des circuits, des compétitions, pour essayer d'optimiser les déplacements et trouver des façons de limiter le recours à l'aérien. Mais j'ajoute qu'il y a aussi une action pour travailler sur des carburants propres pour l'aérien. Et les Jeux sont d'ailleurs assez engagés dans cette perspective. Il y a des joueurs, des joueuses, des sportifs professionnels qui, en tout cas, militent pour ça. Tout à l'heure, il y a 1 heure sur RMC, je recevais Lénaïque Corson, internationale de rugby féminin, très engagée pour l'environnement. Justement, elle avait ce message pour vous. Nos compétitions sont partout dans le monde, que ce soit à Sao Paulo, Sydney, en Nouvelle-Zélande, à Dubaï, en Afrique du Sud. Donc on émet énormément de carbone puisqu'on se déplace et on utilise l'avion à chaque fois. Peut-être demain de forcer les organisateurs d'événements et les instances internationales de modifier leur calendrier et de penser à quelque chose de peut-être plus continental, et repenser le système de compétition. Amélie Oudéa-Castéra, Lénaïque Corson dit forcer, contraindre ces clubs. Vous iriez jusque-là ? Je pense que c'est des transformations structurelles qu'on doit entreprendre. Moi, j'ai cette conviction qu'il y a en effet, dans la conception des circuits mondiaux de nos différents sports, des optimisations possibles pour mieux régionaliser les compétitions, faire en sorte qu'on puisse du coup rejoindre par des moyens de transport plus propres. C'est une volonté en tout cas de votre part. Vous battrez pour ça. La transition écologique, on va tous se battre pour ça. Alors, c'est aussi au cœur des réflexions pour 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, vous êtes donc ministre de plein exercice pour des Jeux Olympiques aussi. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on a le comité d'organisation des Jeux de 2024 qui est au travail depuis plusieurs années. Ça veut dire que maintenant, c'est vous la chef ? Comment ça va s'organiser ? Je crois que ce que ça veut dire, c'est que on a pleinement conscience que c'est un événement planétaire majeur qui sera l'un des plus grands, l'un des plus importants du quinquennat. Donc il fallait rajouter une ministre au-dessus du comité d'organisation. Il faut qu'il y ait une garantie politique, sociétale, dans la manière dont ces Jeux vont être délivrés et aussi, et c'est peut-être le plus important, dans la trace qu'ils vont laisser. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que le sens de ma mission aujourd'hui, c'est d'aider et de fédérer l'ensemble des équipes pour qu'on délivre des Jeux qui soient bien organisés, en réduisant l'empreinte carbone, avec des budgets maîtrisés. Oui, alors le budget justement avec performance sportive, avec l'inflation, une dimension de fête populaire, une dimension d'héritage, mais cette dimension d'héritage, c'est-à-dire la faculté qu'on va avoir de faire levier des Jeux pour améliorer la place du sport en France, ça c'est le cœur de ma mission. Amélie Oudéa-Castéra, où en est-on ? Parce que vous le disiez, il faut respecter le budget, il y a cette inflation. Tony Estanguet disait il y a quelques jours, on ne pouvait pas l'imaginer, mais ça aura forcément des effets sur l'organisation de ces Jeux. L'enveloppe budgétaire sera respectée ? Alors aujourd'hui, il y a déjà certaines provisions pour risques que nous pouvons arriver à mobiliser. Il y a aujourd'hui une revue qui est faite de manière très précise, tant côté dépenses que côté recettes. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument pas lieu de tirer la sonnette d'alarme. On est sur des équipes qui sont très vigilantes à éviter toute dérive des coûts, qui vont aussi chercher de nouveaux partenaires pour que côté recettes, on ait bien tout ce qu'il faut. Et vous y veillerez. Donc l'été sera vraiment le moment où les différents audits que nous avons demandés, le travail aussi qui sera mené d'ici la fin d'année par la Cour des comptes, permettront d'avoir une trajectoire tout à fait lucide, maîtrisée, raisonnée et le meilleur usage possible de nos deniers publics de façon à ce qu'il n'y ait absolument pas de dérive significative des coûts. Il y en a un qui rêve de faire ces Jeux Olympiques, il l'a dit, il l'a redit, c'est Kylian Mbappé. Est-ce que son club, le PSG, doit accepter de le libérer pour qu'il puisse participer aux Jeux Olympiques de 2024 ? Alors, je pense que pour moi, il n'y a pas photo. Je veux dire, être sur le terrain, dans nos magnifiques sites. Le foot va être en plus dans différentes villes de France qui sont toutes
des villes absolument magnifiques dans l'histoire du foot. Représenter son pays aux Jeux Olympiques en 2024, lui en a toujours rêvé et il va faire rêver tellement d'entre nous que oui, un grand oui en lettres capitales. De toute façon, on a quand même un peu l'impression que Kylian Mbappé appartient de moins en moins à son club. C'est plutôt le club qui appartient à Kylian Mbappé. En tout cas, ce qu'il demande, il l'obtient au PSG. Paris Saint-Germain sera à fond derrière les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je suis certaine que tout ça se passera dans la meilleure intelligence et avec l'envie de tous que Paris 2024 soit un grand rayonnement. Sur cette nouvelle place de Kylian Mbappé au PSG, c'est un changement de modèle quand même dans le football français. On va vers le bon modèle avec des joueurs de plus en plus présents, avec un rôle de conseil pour les nouveaux recrutements. Après, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail des équilibres, des managements, de la personnalité des joueurs. Les contextes sont évolutifs, les combinaisons sont évolutives. On voit en tout cas un Kylian qui fait parler ses valeurs. Il est très engagé, il a cette personnalité qui en même temps du coup permet de donner confiance, qui donne beaucoup et fait passer beaucoup de messages. C'est principalement pour ça qu'il est resté, pas pour l'argent. Très acteurs, je pense que les montants qu'il a sont très élevés, ça récompense en même temps un immense talent, un travail de tous les instants, c'est un immense travailleur. Voilà, le sport a aussi ses grandes stars, comme là l'entrepreneuriat, ça n'est pas sale ni moche. Alors en attendant surtout qu'il donne beaucoup, j'insiste là-dessus aussi. Il y a la question de ce qu'il fait de son argent et il donne beaucoup pour les quartiers. Il fait beaucoup de choses pour cette redistribution sociale importante. En attendant le retour de la Ligue 1 en août prochain, comment éviter de revivre une saison pourrie par des supporters homophobes, violents? Est-ce que aujourd'hui sur RMC, Madame la ministre des Sports, vous réaffirmez que la règle va rester la même à chaque fait de violence, de racisme, d'homophobie, match arrêté, perdu sur tapis vert? On aura avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti une fermeté absolue pour ça. Il faut que les stades restent des lieux de gaieté, de plaisir, où on peut emmener en toute sécurité ses enfants. Ce sont des lieux de joie. Voilà. Donc, fermeté absolue, ce qui n'exclut pas une volonté de dialogue avec les associations représentatrices qui représentent les supporters, qui réclament d'ailleurs avec l'instance nationale du supporterisme et en même temps les directions dédiées à l'État, je pense notamment à la DLNH, les directions qui nationales luttent contre le hooliganisme. On a les différentes parties prenantes. Cette volonté de dialogue et aussi de valoriser le rôle social des clubs me semble essentielle et complémentaire à ce message de fermeté absolue. Et dialogue, mais d'ailleurs, les supporters, certains réclament pour qu'il y ait de la fête dans les tribunes, le retour des fumigènes, réautoriser les fumigènes lors des matchs de foot. Alors, quelle est votre position ? La loi du 2 mars 22, elle a très bien posé le cadre. Elle dit qu'il y a, à titre dérogatoire, pour 3 ans, sur autorisation du préfet et sur demande d'un organisateur d'événements, la faculté d'avoir des fumigènes. Pour le reste, il n'y a aucune arme, entre guillemets, pyrotechnique ou d'autre nature qui n'est autorisée dans les stades. Donc ce régime-là me semble aujourd'hui bien équilibré. C'est les bases sur lesquelles on va travailler et on ajustera chemin faisant les choses si cela s'avère nécessaire. Je reviens juste à l'événement foot de ce soir, la finale de la Ligue des Champions. Vous avez vu le prix des hôtels, Amélie Oudéa-Castéra. Dans Paris, ça va jusqu'à 700 € la nuit. Pour les JO, ça va peut-être être la même chose. Comment éviter que les hôtels spéculent pendant ces grands rendez-vous sportifs ? Je pense qu'il faudra veiller à ça, en effet. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, les Jeux, ça doit être une fête populaire. On fait très attention sur ce que des enjeux comme la billetterie soient suffisamment sociales, qu'elles permettent cette accessibilité à chacun. Et donc, c'est important aussi pour ceux qui feront le voyage jusqu'à Paris, qu'ils puissent se loger dans des conditions abordables. On y sera très attentifs. Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Avec